20h, merci de suivre la télévision Futur Média, le journal. La bonne moisson du Sénégal, plus de 235 milliards de francs CFA récoltés à l'issue du premier trimestre de l'année 2024. Le rapport de l'ITIE sur les ressources extractives a été publié ce matin. À Saint-Louis, c'est cessation des activités de pêche. La faute plutôt à une pénurie de carburant. Le secteur en souffre grandement, vous le constaterez dans ce reportage. Au lendemain de l'élimination de l'AS Ville de Dakar dans la BAL, le niveau de l'équipe et le management de l'entraîneur sont pointés du doigt. Malgré l'apport du nombre public au Dakar Arena, le représentant sénégalais n'a pas franchi le cap. CAN U20 de football Égypte 2025, le Sénégal battu ce soir par le Ghana 1-0 lors de sa deuxième sortie. Un résultat qui n'arrange pas les affaires des protégés de Serigne Salou Dia qui avait concédé pour rappel le match nul lors de leur premier match. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette mauvaise nouvelle, le retour du Dakar de Médina Gounass a été endeuillé par un grave accident de la route. Un véhicule transportant des pèlerins s'est renversé à hauteur de Bakel, faisant 3 morts sur le coup. Les secours et les forces de sécurité sont rapidement intervenus. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Je vous le disais dans le sommaire, plus de 236 milliards de francs CFA, c'est le total des revenus générés par le secteur extractif au premier semestre de l'année 2024. 225 milliards de francs CFA sont alloués au budget de l'État en cours. Le secteur minier a rapporté 187 milliards 35 millions. Les hydrocarbures 47 milliards 35 millions de francs CFA. Résumé du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, c'est avec Aminata Baressao. Dans ce rapport, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives met en lumière l'ensemble des données contextuelles et financières enregistrées au premier semestre de l'année 2024. Le document indique qu'au cours du premier semestre, le total des revenus générés par le secteur extractif s'élève à plus de 236 milliards de francs CFA. Sur cette contribution globale, les 225 milliards et plus ont été directement alloués au budget de l'État. Toujours dans le rapport de l'ITE, le secteur minier a rapporté 187 milliards de francs CFA et plus, celui des hydrocarbures plus de 45 milliards de francs CFA, avec une hausse de 15 milliards comparée à 2023. Pour ce qui est du contenu local, le volume des transactions effectuées par les sociétés pétrolières retenues dans le périmètre, les fournisseurs locaux ont donné plus de 148 milliards de francs CFA, ceux étrangers plus de 91 milliards de francs CFA. Pour le volume des transactions effectuées par les sociétés minières retenues dans le périmètre, les fournisseurs locaux ont rapporté plus de 193 milliards de francs CFA, ceux étrangers plus de 429 milliards de francs CFA. Les dépenses sociales, volontaires et obligatoires s'élèvent à plus de 256 milliards de francs CFA. Les dépenses environnementales reportées, plus de 972 milliards de francs CFA. Ce rapport de l'ITE met en lumière l'ensemble des recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz au premier semestre 2024 au Sénégal. Aminata Baressao, direction Saint-Louis du Sénégal, où plusieurs pirogues sont taquées à cause d'une pénurie d'essence. Une situation qui inquiète dans la langue de Barbarie, et cela à quelques semaines de la fête de Tabaski. Les pêcheurs en appellent à l'aide et demandent aux nouvelles autorités de régler cette situation. Ousseynou Diop et Habib Seck ont fait le tour de plusieurs stations. À cause de la pénurie d'essence de pirogues. Depuis quelques jours, les pêcheurs ne vont plus en mer à cause de cette situation qu'ils jugent dangereuse à quelques semaines de la fête de l'Aïd el-Kébir. On passe presque la nuit dans les stations parce que nous sommes obligés d'aller travailler. Comme vous le savez, il reste quelques semaines pour célébrer la fête de la Tabaski. Les pirogues sont obligées de rester à quai plus de 3 jours parce que nous n'avons pas d'essence. Baïgui est un pêcheur guindarien. Nous l'avons trouvé devant une station d'essence depuis hier. Il fait des va-et-vient. Très remonté, il met en garde les nouvelles autorités. Nous n'allons pas sortir pour marcher ou pour casser les biens publics. Les pêcheurs ne vont jamais faire ça. Mais il faut reconnaître que la situation n'est pas du tout normale. On ne peut pas rester là sans faire quelque chose. Même constat au quartier hydrobase de Saint-Louis.
Ici, la situation est plus complexe. Massamba Fall et d'autres pêcheurs attendent depuis plus d'une semaine. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Notre travail consiste uniquement à aller en mer pour pêcher. C'est pourquoi c'est dur pour certaines familles, car nous sommes là depuis une semaine pour chercher de l'essence. À Gendar, Santhiaba, Gokhmbak et Hydrobase, plus de 80% des pêcheurs ne vont plus en mer à cause de la pénurie d'essence de pirogue, qui dure depuis quelques jours. À quelques semaines de la fête de Tabaski, les pêcheurs sont très inquiets et demandent l'aide des autorités compétentes. Ousseynou Diop, merci. Pendant 5 jours, plus de 400 présidents de jury vont subir une formation. C'est en vue de la préparation de l'épreuve du baccalauréat. Cette formation qui va porter sur la gestion administrative et informatique d'un jury de baccalauréat. En cette fin d'année, il faudra noter que 166 400 candidats sont inscrits pour le baccalauréat et sont répartis dans 506 jurys. Occasion saisie en tout cas par le ministre de tutelle pour appeler surtout à la rigueur, mais également insister sur la détention des téléphones portables qui sont interdits. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, au micro de Fatou Bintou Konté et de Mohamed Diagne. Je dirai très rapidement 2 ou 3 points. Le premier, c'est que nous voulons, avec l'aide de Dieu, et avec votre détermination, un bac sans couac. Un bac sans couac. Le bac est un examen tellement sérieux, tellement social, tellement populaire que nous ne pouvons pas nous permettre qu'il y ait des doutes dans l'organisation du bac. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage au président du jury de l'année dernière sur la rigueur et la fermeté avec lesquelles ils ont traité la question de la détention du téléphone portable par les élèves. Nous avons été particulièrement satisfaits de ce qui s'est passé l'année dernière, avec des présidents de jury montrant beaucoup de rigueur. Ce n'est pas seulement l'utilisation du téléphone portable qui est interdite pour les candidats, c'est la détention du téléphone portable qui est interdite pour les candidats. Nous allons faire une campagne de communication autour de cette question, pour que les parents soient sensibilisés, pour que les élèves soient sensibilisés, mais que vous aussi, vous soyez très conscients de vos responsabilités pour ne laisser aucune légèreté pareille. Nous restons toujours dans le secteur de l'enseignement et c'est pour parler justement de l'intégration des enseignants décisionnaires dans la fonction publique. La réforme du régime des pensions et l'augmentation de l'âge de la retraite sont entre autres les doléances qui figurent sur la plateforme revendicative du QSEMS authentique, dont le coordinateur national qui est en tournée nationale a séjourné dans la capitale du Fouladou, Kolda. Les propos de Yahya Sfal, le secrétaire général justement du QSEMS authentique, sont recueillis par Abdoulaye Diallo. La signature de 2 décrets pour permettre aux enseignants qui sont restés pendant 15 ans dans le système et qui n'ont pas eu à bénéficier d'une péréquation normale comme les fonctionnaires, d'en bénéficier avec la signature du décret 374-47. Ce décret 374-347 va permettre aux IA qui ont perdu 12 ans de récupérer leur ancienneté par la péréquation de 40% comme les fonctionnaires. L'autre décret, ce décret 2006-392 va permettre de régulariser les décisionnaires injustement parce qu'ils ont eu le diplôme bien avant l'âge de 34 ans. Et aussi la réforme systématique du régime des pensions pour permettre vraiment le reversement des enseignants de l'IPRES vers la caisse de sécurité, vers le Fonds national de retraite, avec une augmentation conséquente de la part contributive de l'agent et une augmentation conséquente de la part contributive de l'État, ce qui va permettre d'améliorer les pensions de retraite et aussi d'augmenter l'âge de la retraite. L'autre question que nous avons adressée, c'est la fin de la surimposition pour une baisse de la fiscalité, arrêter la surimposition des rappels et la digitalisation des actes, parce que ce sont les lenteurs administratives. Maîtrise des règles de comptabilité publique et des normes de bonne gouvernance. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor renforce les directeurs généraux des organismes publics. La session de renforcement des capacités est prévue pour 2 jours. C'est ouvert ce matin à Dakar. Selon le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement nécessaire à la réussite des importantes missions confiées aux autorités du secteur parapublic. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et de Yaya Diallo. Cette mission de supervision donc justifie
la présente activité qui a donc pour objectif de capaciter les acteurs du secteur parapublic. Comme je l'ai rappelé, c'est une parfaite maîtrise des règles de comptabilité publique, mais surtout harmoniser un peu la démarche entre deux principaux acteurs, les directeurs généraux qui relèvent de l'ordre administratif, qui sont des ordonnateurs dans le jargon budgétaire, et de l'autre côté, les comptables publics, chargés donc de vérifier les opérations principalement de dépenses, vérifier la conformité aux lois et règlements, avant donc de procéder au paiement et de tenir également la comptabilité, de faire la reddition des comptes. Nous avons besoin que ces acteurs parlent le même langage. Souvent, on remarquait des difficultés dans peut-être l'interprétation ou la mise en œuvre des règles de comptabilité publique. Ce qui est normal, c'est un cadre juridique qui a donc été mis en place depuis plusieurs années. Et il peut arriver que pour certains cas, qu'il y ait peut-être des différences dans la compréhension, dans la façon de mettre en œuvre ces règles. C'est pourquoi ces ateliers sont organisés de façon régulière. De Dakar, nous partons pour le sud du Sénégal, Ziguinchor précisément, où un forum national sur l'économie et le commerce a été organisé. Il s'agit de la 3e édition dont l'objectif est d'amener justement le Sénégal à produire entièrement ce qu'il consomme. Je le disais tantôt, cela s'est déroulé à Ziguinchor, qui a accueilli en tout cas l'ensemble des 14 régions du pays et des 46 départements. Au sortir de cette conclave nationale, les initiateurs ont assuré plutôt les Sénégalais sur leur engagement à rester aux côtés de l'État. C'est pour réussir justement ce challenge. Les propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Et nous allons d'ailleurs écouter Serigne Mboup, le président national de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Accompagner le président de l'INACO AESL, qui est un partenaire de l'Union nationale des chambres de commerce et l'ensemble des chambres, et qui fait un travail remarquable. Et l'exemple qu'il est venu ici avec une forte délégation, accueilli par le président régional, le président Mandou Messek. L'objectif, c'est de travailler sur ce que nous disons, consommer et produire ce que nous consommons. Et Casamance, je pense que pouvait uniquement produire tout ce que le Sénégal consomme, tout, sans exception. Les études l'ont montré. Engagé avec le président Sirsi pour du côté de l'État, sans réserve du côté de l'État, dans le cadre de l'amélioration des conditions de la population avec l'investissement massif du secteur privé. Et nous allons travailler avec l'État pour mieux développer. Dans le cadre du renforcement de capacités en chirurgie pédiatrique, l'hôpital d'enfants Albert Royer accueille depuis ce matin, et cela pour 4 jours, des chirurgiens de 7 pays d'Afrique de l'Ouest sur le traitement des pathologies urologiques et orthopédiques pédiatriques. Ce séminaire de formation, la 16e du genre, ou alors, le 16e du genre, va permettre donc à une quinzaine d'enfants d'être opérés. Fadbintou Conté, Mohamed Dieng. C'est parti pour un marathon de 4 jours où des chirurgiens venus de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest vont recevoir une formation en urologie et orthopédie pédiatrique. Ce sont des pathologies qui sont diagnostiquées un peu tardivement en Afrique. Donc ce sont des pathologies qui sont diagnostiquées un peu tardivement en Afrique, dans nos pays, ce qui rend le traitement un peu délicat. Et ce qui rend les résultats un peu aléatoires. Donc je pense que ce séminaire est le bienvenu parce qu'il permettra aux différents apprenants de parvenir quand même après ce séminaire, de parvenir à réaliser les diagnostics plus précocement. Pathologie que l'on retrouve le plus souvent dans nos pays, mais diagnostiquée très tardivement. Ces malformations peuvent être diagnostiquées avant la naissance. Mais malheureusement, dans nos pays, le diagnostic n'est pas fait avant la naissance, d'où ce besoin de formation. Pour ce qui est des pathologies orthopédiques, le traitement de ces pathologies se heurte essentiellement à la disponibilité des spécialistes en orthopédie pédiatrique. Et je pense que la prochaine étape sera de former assez de spécialistes dans ce domaine pour
couvrir les besoins de la population sénégalaise et des pays de la sous-région. Une aubaine pour l'hôpital d'enfants Albert Royer qui va faire bénéficier aux enfants souffrant de ces pathologies un traitement adéquat. À l'heure de la mondialisation, nous avons reçu des formateurs venus également de la France. Ils vont nous accompagner en enseignant au DS ce qui se fait également de l'autre côté. Donc en plus des réalités de la sous-région, les DS vont bénéficier aussi de formations de pathologies gérées en Occident. Au terme de ce séminaire de formation, une quinzaine d'enfants souffrant de ces maladies vont être opérés. René Capain-Bassène, transféré au pavillon spécial suite à sa grève de la faim décrétée il y a quelques jours. Le journaliste, pour rappel, définitivement condamné à perpétuité, continue de clamer son innocence dans le massacre de Bofa-Bayotte. Le représentant Afrique francophone du comité pour la protection des journalistes relève beaucoup de vices de procédure et des cas de torture qu'aurait subi justement René Capain-Bassène, selon ses dires, ce qui a aggravé son état de santé. Voici Moussa Ngom, interrogé par Chérifia. Nous avons été très déçus par la décision de la Cour suprême, une déception encore plus grande pour notre confrère René Capain-Bassène qui depuis 7 ans subit une injustice, qui depuis 7 ans clame son innocence. Depuis 7 ans, des incohérences qui entourent son dossier n'ont pas suffi à l'innocenter, des incohérences que nous avons documentées dans un rapport publié en début d'année. Il faut aussi comprendre que René Capain-Bassène devait être évacué à Dakar ce mois-ci pour subir des soins par rapport à son tympan qui avait été perforé lors de sévices subi lors de son arrestation. Il était très enthousiaste à l'idée de le faire, mais malheureusement, après l'annonce de la décision de la Cour suprême, il y avait sursis et avait dit qu'il faisait également une grève de la faim. C'est à notre grande surprise que nous avons appris qu'il a été transféré à Dakar. Donc, nous nous demandons dans quelles conditions cela a été fait. Et nous nous demandons également dans quelle situation il est, d'autant plus que sa famille n'arrive pas pour le moment à communiquer avec lui. Nous exerçons véritablement l'État à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour le libérer, mais aussi à accéder à cette requête qui est que le dossier soit réétudié et qu'on puisse prendre en compte toutes les incohérences qui montrent que véritablement il est innocent par rapport à tout ce dont il est accusé. Direction la banlieue dakaroise, précisément Mbao, où les habitants des cités Total, Kaosara, Taofer et Baobab Holding lancent un cri d'alerte. Les eaux pluviales menacent leurs maisons en raison du remblayage d'un terrain qui bloque l'évacuation. Entre 500 et 600 habitations seraient en danger à l'approche justement de l'hivernage. En brassard rouge, les riverains dénoncent le silence du maire Abdou Karim Sall et en appellent justement à l'intervention des nouvelles autorités, Aminataba et Ousmane Baldé. Les habitants des cités Total, Kaosara, Taoufir et Baobab Holding dans la commune de Mbao lancent un cri de détresse. Ils alertent sur l'envahissement de leur quartier par les eaux pluviales. Cette situation est causée par le remblayage d'un terrain situé à proximité du bassin versant, ce qui empêche l'évacuation normale des eaux. Pour dénoncer une situation grave qui affecte directement notre qualité de vie, depuis plusieurs mois, un promoteur immobilier a effectué des remblais sur un terrain directement sur le bassin versant de notre secteur. Ces remblais réalisés sans gestion adéquate ont profondément modifié l'écoulement naturel de l'eau. Le résultat est alarmant. Des inondations récurrentes sur plusieurs terrains. Selon les habitants de la cité Total et des environs, les dégâts risquent d'être considérables si les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires avant l'hivernage. Le nombre de maisons qui seront impactées s'évalue sur 3 quartiers. Mais si vous voyez le total, on aura plus de 500 à 600 logements qui seront impactés et ça deviendra vraiment un calvaire. Il faudrait que les autorités prennent ce problème en charge. Ils dénoncent également le silence de leur maire, Abdou Karim Sall, qui l'accuse d'ignorer leur calvaire. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est le manque de réaction des autorités municipales, malgré plusieurs signalements. En signe de protestation, les habitants des cités Total, Kaosara, Taoufir et Baobab Holding ont tous arboré des brassards rouges. Ils ont également brandi des pancartes sur lesquelles on peut lire « Remblai égale inondation »,« Établir l'écoulement des eaux »,« Anticiper les inondations », entre autres messages. Complainte également à Sousoumou, c'est un village situé dans le département de Ndiaganiao. Là-bas,
Les populations dénoncent l'octroi de 120 hectares de leurs terres à 3 entreprises privées. Ces entreprises ont des projets de carrière qui vont négativement impacter sur d'abord leur activité agricole et d'élevage, mais aussi sur leur cadre de vie, disent-ils. Les habitants de cette localité alertent. Ils ont par ailleurs même interrompu par moments, les travaux de ces structures qui ont donc occupé leur espace. Voici le compte-rendu de Ndeye Mati Dieng et de Mamadou Gueye. Les habitants de Sousoung alertent. Sans les consulter, la mairie a procédé à une délibération de 120 hectares sur leurs terres en faveur des entreprises de carrière privées. Transfavo, Marax et Atix seraient impliqués dans le morcellement irrégulier de plus de 120 hectares de nos terres. Ce partage de gâteaux, orchestré avec la complicité des autorités locales de l'ancien régime, se fait en catimini au mépris total des droits et des intérêts des populations concernées. Aucun document légal ne leur a été présenté, précisent ces villageois qui ont arboré des brassards rouges. Notamment l'étude d'impact environnemental et social, mais également l'autorisation d'exploitation attribuée par l'ancien ministre des Mines et de la Géologie. Documents qui, à ce jour, n'ont toujours pas été rendus publics. Le collectif des impactés de la carrière de Sousoung, dont la voix est portée par Ndiom Thiaw, dit niet à cette forme d'oppression à laquelle ils ne céderont pas. Il y a à peine 4 jours, des engins ont été déployés sur le site, amorçant des travaux. Notre position reste claire. Aucun promoteur ne sera autorisé à exploiter ces terres. Nous prenons témoin l'opinion publique et en appelant aux organisations de défense des droits humains, aux médias, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers du Sénégal. Nous interpellons avec insistance les autorités étatiques afin que des mesures urgentes soient prises pour prévenir un conflit social aux conséquences potentiellement graves. Nous sommes prêts à donner notre vie. Au-delà de ce litige foncier, les habitants de Sousoung signalent aussi des difficultés pour avoir accès aux soins sanitaires. Il n'y a pas de poste de santé dans le village et la piste qui relie Sousoung à Ndiaganiao est délabrée. La convergence citoyenne du Djolof a été lancée ce samedi au 6S. C'était à l'occasion d'une assemblée générale constitutive, une structure portée sur les fonds baptismaux par des fils de Djolof dans le but justement de promouvoir le développement économique et social du département de Linguère. Reportage Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Diab. La constitutive s'est tenue au 6S, marquant le lancement officiel de la convergence citoyenne du Djolof. Une initiative portée par les fils et filles du Djolof visant à préserver leur patrimoine culturel et à promouvoir un développement économique et social durable. Le Djolof a une particularité. Notre première ressource, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le zircon, mais c'est vraiment le capital humain. Nous sommes présents un peu partout dans la diaspora. Nous sommes présents un peu partout dans toutes les domaines, dans toutes les spécialités. Et c'est en cela où nous avons ce devoir de pouvoir capitaliser, de pouvoir optimiser ces ressources-là pour les mettre au service du développement local. L'objectif de cette structure est de promouvoir des initiatives économiques respectueuses de l'environnement et socialement inclusives, impliquer activement les populations locales et la diaspora dans la définition et la mise en œuvre de projets de développement. La Convention citoyenne du Djolof est venue à son heure. Elle vient un peu synthétiser toutes les actions un peu disparates qui se faisaient dans différents domaines, social, économique, dans le cadre de la microfinance. Et là, nous sommes arrivés à une phase où il y a un contexte nouveau, il y a de nouvelles paradigmes qui nous appellent et qui interpellent tout le Djolof. Et c'est pour ça que nous appelons tous les Djolof autour de cette convention pour rehausser et accompagner les nouvelles politiques publiques, mais surtout prendre en charge le développement local par les populations et donner corps à l'endogénéité de ce développement. Lors de cette rencontre qui a réuni les Djolof d'ici et de la diaspora, la vision stratégique de la CDD a été présentée. Les statuts et les règlements ont été adoptés et le premier bureau exécutif ainsi que les organes de contrôle ont été élus.
Depuis 3 années, il est la voix et l'énergie de la BAL, la Basketball Africa League. Il s'agit de Abba Nostress, animateur vedette du groupe Futur Média, qui enflamme chaque pause Dakar Arena entre show, communion avec le public et promotion de la culture africaine et revient sur l'expérience unique où sport rime avec spectacle. Mamadou Ndiaye. De la conférence Sahara, Basketball Africa League. Merci beaucoup Vivid Rwanda pour la prestation. Depuis 3 ans, son micro ne quitte plus les parquets de la Basket Africa League. À chaque pause, chaque interlude, il électrise la foule. Abba Nostress, figure emblématique du divertissement sénégalais, est devenu l'animateur attitré de la Basketball Africa League. Hey, Nostress, on est là. C'est la 3e fois que j'anime la balle. C'est pas seulement du basket, c'est aussi du spectacle. Et moi, j'ai le privilège d'être au cœur de cette ambiance. Ce que je vis ici, c'est juste magnifique. Chaque pause, chaque mi-temps, c'est une fête. Vraiment, c'est une fierté. Et vraiment, c'est le Sénégal qui gagne. Une star au Sénégal, on est d'accord? Ah mais juste un animateur au Sénégal. Non. Quand même. Mais au-delà du show, Abba salue surtout la mobilisation du public sénégalais et l'énergie collective qui fait de cet événement bien plus qu'un tournoi de basket. So when I made it out, I made about 50K from a show, trying to show niggas the ropes. Ce que je ressens ici, c'est une fierté. On vend notre culture, notre élégance, notre style africain. C'est le moment où le sport et la culture se rejoignent. Et franchement, les Sénégalais ont répondu présent. Un mélange de sport, de culture et d'enthousiasme. La recette d'une balle réussie, portée aussi par ceux qui, comme Abba Nostress, transforment chaque match en show total. Nous restons toujours dans la Basketball Africa League pour évoquer ce manque d'autorité dans la gestion du groupe, une communication désastreuse entre autres problèmes dans la première de Libas Faye à la Basketball Africa League. Pour beaucoup d'observateurs, l'actuel entraîneur de l'AS Ville de Dakar a montré des difficultés à faire passer son message. Il estime aussi que ces conférences de presse ont été plutôt des faits de vestiaire, qui sont aussi preuve d'une absence de média training. Cher Sadi Boudiara. C'était pas ma philosophie. Okay? J'étais obligé de le faire avec. Okay? Tu peux amener une chose et eux dans le terrain ils font autre chose. La défense était trop perméable, okay? Et qui connaît un peu la manière dont je joue, vraiment c'est pas de cette façon. Un aveu d'impuissance de l'entraîneur de l'AS Ville de Dakar, Libas Faye, un des symboles de l'échec du club sénégalais, bon dernier de la conférence Sahara avec 2 victoires et 4 défaites. Je ne comprends pas en tant que coach, leader de l'équipe, donc tu ne parviens pas à maîtriser tes joueurs, surtout par rapport aux joueurs étrangers. Donc certainement il disait qu'il y a un problème de culture de basket. Bon, en tant que coach, il ne doit même pas déclarer cela en conférence de presse, parce que le coach c'est le patron de l'équipe, donc c'est lui qui prend les décisions finales, donc c'est lui qui doit prendre le leadership de l'équipe. Donc s'il n'arrive pas à gérer cela, pour moi, quelque part, il a perdu un peu sa mission. Et derrière, quand on voit aussi Samba Dali qui, en conférence de presse, qui disait que le coach les a demandé de faire une défense de zone, et derrière les joueurs, ils prennent la décision de faire des défenses man-to-man. Donc je pense qu'il y avait un manque franchement de gérance dans l'équipe. Donc le coach, il doit parvenir à vraiment être le leader de l'équipe, c'est le patron. Même s'il y a des stars dans l'équipe, d'abord c'est le coach qui doit être le leader numéro 1. Donc pour moi, c'est un échec de sa part. Un manque d'autorité, à quoi s'ajoute un réel problème de communication. Le coach Libas a été totalement dépassé par le niveau d'une telle compétition. Je pense qu'il a un peu été, on va dire, impressionné par la BAL, mais qu'il est clair qu'il n'a jamais été préparé en ce qui concerne le media training, la communication. Parfois, il a envie de protéger ses joueurs. À chaque fois qu'il parle d'un joueur individuellement, il l'incrimine. Ça a commencé avec Abdoulaye Arona lors de la première journée de la victoire face à Monastir. Et ça a continué comme ça. Et il a clairement du mal à gérer des joueurs, on va dire, des étrangers. Il a du mal à se faire comprendre.
sa communication est à la limite désastreuse. Et ce manque de maîtrise au niveau de la communication et au niveau de son management a clairement terni son image dans cette compétition-là. Champion du Sénégal sur le banc de l'AC Ville de Dakar, Libas Faye a montré des limites à la Basketball Africa League. Gestion du groupe, discours et communication, un triptyque où il doit réellement progresser. Et puis nous terminons avec la CAN U20 de football qui se déroule en Égypte. Le Sénégal battu tout à l'heure par le Ghana 1-0. C'était lors de sa deuxième sortie. Un résultat qui n'arrange pas en tout cas les affaires des protégés de Serigne Saludia qui, pour rappel, avait concédé le match nul lors de leur premier match. Le Sénégal jouera jeudi prochain. Ce sera contre la RDC qui, je le rappelle également, a battu tout à l'heure à Suez l'équipe qui a battu donc son adversaire sur le score de 3-1. Il s'agit donc de la RCA, équipe avec laquelle le Sénégal avait déjà concédé le match nul en ouverture du tournoi. C'est fini donc le journal. Je vous retrouve tout à l'heure pour la seconde partie de votre édition. Et ce sera cette fois-ci avec le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye à l'image. Merci de nous rester fidèles. Nous en sommes à Soir d'Info et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, merci et bienvenue chez nous. Et puis, pour entamer, disons, notre discussion, nous allons d'abord parler, disons, de la BL, la Basketball Africa League, qui a été organisée donc à Dakar, la conférence Sahara, et qui s'est achevée hier avec cette déception, en tout cas du côté sénégalais. Il s'agit donc de l'élimination prématurée d'ASC Ville de Dakar. Vous avez suivi